Après avoir résolu un énoncé que voici, je vais résoudre le même, plus ou moins le même énoncé, mais cette fois-ci en changeant les charges. Je vais changer les charges, puisque j'avais déjà fait un exercice qui concernait donc les charges avec Q1 égale Q2 égale 1 microcoulomb. Alors ici on a dans un plan deux charges existent dans le vide avec... Bon, le premier était fait, donc je ne vais pas considérer Q1 égale Q2. En tout cas, on est dans le vide. On va utiliser epsilon 0, voilà, plutôt qu'epsilon absolu. Plutôt qu'un epsilon absolu, on va utiliser epsilon 0. Bon, celui-ci, il a déjà été fait, mais je le referai par après. Je le referai en simulation, parce que ici, je vais faire les calculs et je vais passer en simulation. Donc, dans un premier temps, je vais faire celui que je n'ai pas fait, ce que je vais faire, que je vais résoudre maintenant. Et puis, je repasserai sur celui qui a déjà été fait, qui a déjà été résolu dans une des vidéos, et je le referai en simulation. Mais de toute façon, je vais tous les deux les faire en simulation, bien que le premier a été fait. Le premier a été fait, Q1 égale Q2 a été fait. Je vais le repasser en simulation par après. Bon, qu'est-ce qu'on demande? On demande de calculer le champ électrique en newton par coulomb à une distance de 4 mètres de la ligne joignant les deux charges situées sur l'axe de symétrie. Bon, ici, l'exercice n'est pas compliqué, c'est juste une question de topologie, de comprendre, je veux dire, l'environnement, le lieu, c'est tout, c'est une topologie géométrique, de voir, bon, en quoi consiste le lieu. C'est tout, une fois qu'on a le lieu, puis ça ne reste plus que du calcul. Voilà, et ensuite, quand je calculerai tout ça, je ferai une simulation. Alors, bien sûr, il y a des aspects trigonométriques qui vont intervenir. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, ici, dans un plan, deux charges existent dans le vide avec Q1 égale 1 microcoulomb et Q2 égale 1 microcoulomb. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est 2 et 1, parce que ça, je l'ai déjà fait, ça. Q1, c'est 2. Celui-ci, je l'ai déjà fait. Donc, c'est 2 et 1. Donc, ça veut dire qu'ils sont différents cette fois-ci. Autant, auparavant, ils étaient les mêmes, Q1 égale Q2. Ici, je change en mettant Q1 différent de Q2. Donc, on a deux charges différentes. Voilà, 2 microcoulomb et 1 microcoulomb. Alors, on demande de calculer le champ électrique. Ce qu'on demande, c'est E, le champ électrique. Voilà. Situé à une distance de 4 mètres de la ligne joignant les deux charges est située sur l'axe de symétrie des deux charges. La distance séparant les deux charges est de 6 mètres. Bon, la topologie, je l'ai déjà faite. C'est un aspect lieu géométrique parce qu'on a des charges dans l'espace, enfin dans un plan, je m'excuse, dans un plan, et il faut rechercher la topologie. Donc on a affaire à un lieu géométrique, de la géométrique, un lieu géométrique. Et donc comme on n'a pas, je veux dire, deux charges en ligne, on n'aura pas deux charges en ligne, vu qu'on a une géométrie qui ne sera pas... voilà, on n'aura pas deux charges situées sur une ligne, mais dans un lieu défini, vous allez voir. Eh bien, à ce moment-là, bon, quand on a deux charges en ligne, bon, c'est très simple. Un axe suffit. Et donc là, les cosinus, si je fais des projections de vecteurs parallèles du champ ou des forces électrostatiques, ben, le cosinus directeur, ben, ça fait 1, parce que cosinus de 0, l'angle fait 0, donc ça fait 1. Donc on projette directement les normes sur l'axe. Mais ici, ce n'est pas le cas, parce que comme j'aurai une géométrie dans le plan qui fait intervenir voilà, des vecteurs dans le plan, ben, j'aurai un axe XY qui dit X, axe Y dit cosinus directeur, et donc dit cosinus et sinus. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y aura de la trigonométrie, il y aura du cosinus et du sinus. Bon, on va d'abord ici voir le lieu, comment il est, et puis après je vais le construire. Donc on demande de calculer, de calculer le champ électrique, qui est la composition de deux charges ici, voilà, Q1, Q2. Donc il faudra chercher le champ de Q2 et, relatif à Q2 et celui de Q1. Voilà. À une distance de 4 mètres de la ligne joignant les deux charges situées sur l'axe de symétrie des deux charges.
Donc ça veut dire que vous avez deux charges. Si on joint ces deux charges Q1 et Q2, bon, si je les joins, eh bien, on doit tracer une droite parallèle de telle manière à avoir 4 mètres. Bon, je peux le faire au-dessous ou en bas. Bon, je choisis mon cas de figure au-dessus. Bon, du moment qu'il est à 4 mètres, je peux le mettre là ou là-bas, à 4 mètres. Du moment qu'il est à 4 mètres, la parallèle, il n'y a pas de problème. Ensuite, on vous dit que euh, la distance séparant les deux charges est de 6 mètres. La distance séparant les deux charges est de 6 mètres. Donc ça, c'est la distance séparant les deux charges. Elle est de 6 mètres. Et donc, il faut rechercher... on demande de calculer le champ électrique en newton par coulomb à une distance de 4 mètres de la ligne joignant les deux charges et situé sur l'axe de symétrie des deux charges. Alors, l'axe de symétrie des deux charges, ben, il est au milieu. Alors, comment avoir l'axe de symétrie? Ben, vous faites... voilà, à partir de celui-ci, vous construisez ce qu'on appelle un arc. À partir de celui-là, vous construisez aussi un arc. L'intersection des deux arcs, ben, bien sûr des deux côtés. Hein. Donc vous tracez ce qu'on appelle la médiatrice. Et la médiatrice du segment va passer, si vous voulez, au milieu des deux charges. Et on demande de calculer voilà, le champ sur l'axe de symétrie de l'axe passant par Q1 Q2 et situé à 4 mètres voilà, de l'axe où se trouve Q1 Q2, c'est-à-dire c'est le point là. Donc ça veut dire qu'ici vous aurez 4 mètres. Si je mets un axe, l'axe bien sûr vous aurez compris comment je vais le disposer. Je vais mettre un axe comme ceci, X, sur la médiatrice, et un axe Y comme ceci. Voilà. Et donc là j'aurai mon 0, il sera ici. Je vais mettre une charge ici en plus 3 et une charge en moins 3 ici. Moins 3. Et bien sûr, là-bas, je vais mettre le lieu M où il faut calculer le champ électrostatique. Donc E sera une composante de deux champs. L'une du AQ1 et l'autre du AQ2. Voilà, et d'additionner bien sûr ces deux vecteurs pour avoir la somme des deux. Et bien c'est ce que je vais faire. Alors qu'est-ce que je fais? Bon, je mets un curseur qui va indiquer... Bon, ici je ne travaille qu'avec des charges positives. Hein. Je verrai quand... Pour des charges négatives, je vous montrerai comment on fait. Bon, ici je vais travailler qu'avec des charges positives. Donc voilà, A, ici je peux fixer A égale 2, c'est pour ma simulation bien sûr. Ici ma seconde charge c'est B. Voilà. Ensuite j'ai besoin... bon, j'ai besoin de plusieurs distances. Par contre, j'ai une distance, voilà, j'ai un curseur, j'ai besoin de plusieurs distances, CFG. CFG. Parce que, pourquoi? Parce que je vais faire une simulation, donc je vais faire en sorte que cette charge qui est là, je peux la déplacer. Je peux la déplacer n'importe où à partir de 0. Donc je vais mettre un curseur qui va aller de 0 jusqu'à, on va dire 10. Voilà. Ensuite, cette charge-là, je vais pouvoir la disposer pour qu'elle puisse se positionner de 0 à moins 10. Voilà. Et ce point M, je vais pouvoir le positionner de 0 à 20, ou je ne sais pas combien j'ai mis. Voilà. Donc le problème, il est là. Donc j'ai besoin de 3 curseurs de position, dont C, F et G. Le curseur G est ici. Mais je ne sais pas où il est passé, parce qu'à mon avis, il a disparu. Enfin, c'est pas grave, il a disparu. Ce curseur a disparu, mais de toute façon, je l'ai... ah oui, c'est parce que je l'ai... Ouais, c'est parce que je l'ai enlevé. Là, il est là. Bon, c'est parce que c'est vrai que si j'enlève les curseurs, il n'y en a plus aucun. Voilà, voilà. Alors, je vais... Ben, tant que j'y suis, je vais en profiter pour mettre les curseurs. Là, j'ai le curseur A, qui désigne la charge A. C'est-à-dire, par exemple, si je mets 4,8, c'est 4,8 microcoulombs. 4,8 microcoulombs. Si je mets, ici, ça c'est 6,9 microcoulombs, parce que je travaille en microcoulombs. Alors, la seconde charge c'est B, si je mets, là il y a 1 microcoulomb, si je fais ça, là je vais mettre, voilà, là il y a 10 microcoulombs. La charge ici fait 10 microcoulombs. Donc ça c'est relatif aux deux charges. Ensuite on aura une distance, une première distance, une seconde distance variable,
et une troisième distance variable. Voilà. Alors maintenant, je vais positionner les charges. Ce sont des charges ponctuelles, mais je vais mettre des cercles. Bon, la première charge, bon, ça c'est celle du bas. La première charge, c'est celle-ci. Je vais mettre un cercle. Voilà, voilà. Donc, je l'ai mis ici en 6. 6,4. Bon, je pourrais le descendre. Donc le F, vous voyez que le F, voilà, normalement je devrais le mettre pour les besoins du problème. Je dois le remettre normalement en 3. Voilà, parce que je vous ai expliqué comment ça allait. Hein. Bon, il y avait 3 mètres de là à là. La distance ici, elle fait 3 mètres. Et la distance là-bas, elle fait 3 mètres. Donc, au total, on a 6 mètres. On a bien nos 6 mètres. Donc, logiquement, je devrais mettre la charge Q1 qui est au-dessus à 3 mètres. Bon, je vais la placer à 3 mètres. Alors ici, il faut que je pointe ceci et je vais avec Shift, flèche à gauche pour avoir un réglage fin. Bon, mettons 3. Encore un tout petit peu. 3,19, 3,17, 3,11, 3,09, 3,08, 3,05, 3,06, 3,04, 3,04, 2. Voilà, là je suis bien à 3. Donc il est vraiment placé en 3. Hein. Si je fais un zoom, voilà, cette charge est en 3. Bon, alors, profitons-en pour mettre la première charge que je vais appeler Q1. Bon, je ne vais pas mettre de légende. Hein. Je peux mettre une légende. Bon, voilà. Je peux mettre une légende. Voilà, charge Q1, c'est A. Voilà la légende. Alors, ce que je voulais faire, c'est surtout mettre une couleur. Bon, c'est ça qui m'intéresse pour la distinguer de l'autre. Voilà, la charge Q1. Alors, bon, maintenant, il y a juste un petit truc. Cette légende, je vais la déplacer parce qu'on ne voit pas ce qui est marqué. Voilà. Pour autant que je sache le faire, voilà. Là. Donc ça, c'est la charge Q1. Bon, c'est une charge ponctuelle, c'est un point. Mais ici, pour l'avoir plus bien apparaître, je mets, voilà, une charge Q1. Bon, cette charge-là, Q1, elle fait 2 microcoulombs. D'après l'énoncé, elle fait 2 microcoulombs. Donc, je vais de ce pas mettre 2 microcoulombs. Alors, je vais faire un réglage fin. Ah, la 2 microcoulombs. Donc, cette charge, maintenant, elle vaut vraiment 2 microcoulombs. Je vais mettre la seconde charge. Alors, la seconde charge, bon, donc ça, vous avez bien vu que la distance suivant Y, je le fais varier avec F, avec le curseur F. Maintenant, je vais mettre une seconde charge. La seconde charge, la voici, et celle-là, je le fais varier avec le curseur G. Je parlais jusqu'au moins 10. Voilà. Si je reviens en 0, voilà, là je suis en 0. Bon, mais ici, moi, je vais le mettre en 3. D'après l'énoncé, vous aurez compris qu'il faut aller, je vais descendre en 3. L'axe des X, vous aurez compris que l'axe des X, c'est le suivant. Hein. Je partage en deux, en dessous, voilà, je partage en deux, 3 mètres d'un côté, 3 mètres de l'autre, 3 mètres au-dessus de l'axe des X et 3 mètres en dessous de l'axe des X. Donc ça, c'est l'axe des X. 3 mètres au-dessus et 3 mètres en dessous, je positionne mes charges et c'est ce que je fais. Alors je profite encore une fois de l'occasion pour mettre une couleur. Donc vous voyez à quoi sert le curseur G. Hein. Le curseur G, c'est pour avoir modifié, bon, il ne m'intéresse pas ici, bon, je l'ai réglé, ainsi que le curseur F, j'ai permis de régler bon, les deux charges. Voilà, bon, maintenant, à l'endroit qu'il faut pour l'énoncer. Alors je vais renommer, enfin, c'est pas renommer, je m'excuse. Je vais aller chercher une couleur, je vais mettre bleu, avec une opacité, bien sûr, je vais mettre une légende, la légende, je vais l'appeler Q2. Alors, cette charge Q2, la légende, je vais la sortir pour bien la voir. Voilà.
Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut encore? Ben, ils nous disent que la distance séparant les deux charges, c'est de 6 mètres, ça c'est fait. Ah ben 6 mètres, hein, j'ai mis 3 mètres d'un côté, 3 mètres par rapport à l'axe des X. Et on a une distance de 4 mètres de la ligne joignant les deux charges situées de l'axe de symétrie. C'est-à-dire que maintenant, pour rechercher un champ, parce que c'est le but de la manœuvre, je vais chercher un champ, calculer un champ. Ben, le champ, c'est en un point, donc il me faut une charge étalon. Une charge étalon, parce qu'il y a toujours il faut pour voir les effets du champ électromagnétique, il faut toujours une charge source et une charge témoin. Voilà, une charge témoin. Bon, les témoins, c'est Q1, Q2. Hein. Les charges témoins, c'est Q1, Q2. Donc, moi, ma charge source, voilà, qui va jouer le rôle de centre, eh ben, il est à 4 mètres. Alors, de nouveau, je reconstruis cette fois-ci un cercle. Et c'est ma charge. Là, elle est de 1 coulomb. Attention, elle est de 1 coulomb. Donc, en ce point, si vous voulez, attention à ce que je vais raconter, parce que c'est fondamental, ce que je vais raconter. Vous savez très bien que la force, un champ électrostatique, c'est N, c'est une force par unité de charge. Une force par unité de charge. Alors, si on a 1 coulomb, si Q vaut 1 coulomb, ben vous aurez compris que E égale F. Donc, E égale F. Si Q égale 1, on a E égale F. Donc, je peux faire ici, c'est magnifique. Je vais mettre une charge étalon qui va permettre de calculer en même temps la force et comment on appelle ça, et le champ électrostatique. Bon, alors je vais placer cette charge étalon pour pouvoir calculer ce champ, et ça c'est la charge étalon. Alors, cette charge étalon, je vais changer la couleur, mettre en vert, avec une certaine opacité. Sachez qu'elle est de 1 coulomb. Hein. Elle est de 1 coulomb. Je vais l'appeler Q étalon. Elle est de 1 coulomb. Voilà, le Q étalon, il est là. Alors maintenant, je vais placer les points où il faut calculer. C'est quand même des charges ponctuelles, c'est pas des cercles. Donc je vais mettre les centres de cercle où il faut calculer, on aura les points de passage des directions. Ce sont des charges ponctuelles. Normalement, ce sont des points, mais ici c'est pour bien les voir. Hein, c'est juste pour ça. Donc je vais passer le centre en 0F. Alors je vous rappelle encore une fois que je vais mettre le point B ici et le point C là. Donc ça veut dire que si je change le point C, ben, vous comprendrez que, enfin, si je change le point D, le centre, il varie en fonction. Voilà, et c'est vrai aussi pour les deux autres. Hein. Donc pour le G, si je varie le G, voilà, le centre il va varier comme ceci, et l'autre, le centre, le F, il va varier comme ceci. Bon, alors maintenant, le fait que j'ai bougé ceci, il faut que je le remette au bon endroit, c'est-à-dire 3. Je dois calculer en 3. Je dois calculer en 3. Moins 3. Alors ici, j'ai un réglage fin à faire. Donc, contrôle. Je sélectionne, contrôle. Voilà. Là, ils sont bien positionnés, donc j'ai plus besoin de curseur G et F pour ne pas m'encombrer. Et maintenant, je vais mettre le curseur en 4 pour celui-ci. Bon, je vais remonter, je vais faire un réglage fin. Shift, flèche à gauche et pas à droite. Voilà, voilà, à droite. Bon, voilà, le problème, il est là. C'est ça le problème. Il est là le problème. Donc, sachant que la charge
il y a une charge qui vaut 1 microcoulomb et l'autre qui vaut 2 microcoulombs. Donc si vous voulez, Q1 vaut 2 microcoulombs et l'autre il vaut non pas 10 microcoulombs mais 1 microcoulomb. Donc il faut que je retourne en 1. Ça c'est négatif. Voilà, 1. Voilà, le problème c'est ça. C'est ça. Alors comment on va gérer le problème? Tout d'abord, on aura une interaction. Voilà, il y a une interaction entre la charge Q1, parce qu'il faut chercher en D. Il faut chercher là le champ en D. C'est en D qu'on demande, parce que le champ, on le calcule en un point. On parle de champ ponctuel. C'est une notion de, voilà, de positionnel. Donc on a un champ ponctuel, positionnel, donc c'est une position définie. Ben, ici on demande de calculer le champ en D. Alors pour ça je place un Q étalon, une charge étalon, et je trace la droite AD. Alors pourquoi je trace la droite AD? Ben, c'est la direction. Là on sait bien que bon, la charge étalon est positive, hein. Là-bas le Q1 est positif, donc on va avoir une répulsion. Mais en tout cas, ce qu'on sait, on connaît la direction. Ça c'est la direction du champ et de la force électrostatique. On sait bien qu'elle aura cette direction-là. Enfin, ce qu'on ne connaît pas pour l'instant, c'est la norme et le sens. Voilà, mais le sens, c'est simple. Parce que le sens, ici, comme ils sont répulsifs, on va avoir une répulsion, donc ça va être vers l'extérieur. Alors s'il y avait une attraction, c'était vers l'intérieur. Plus, c'est une répulsion, donc c'est vers l'extérieur. Alors maintenant, la deuxième direction, c'est celle-ci. On aura une direction. Là aussi, on a du plus, parce que la charge Q2 vaut 1 microcoulomb et la charge étalon vaut 1 coulomb. Plus, ça se répulse. Voilà. Alors je calcule ici, voilà, qu'est-ce que je calcule ici? Mais je calcule tout simplement la force. Je calcule la force. Bon, la force, comment calculer la force? Ça c'est simple. Vous devez juste calculer 1 sur 4 pi epsilon 0 qui vaut 9 fois 10 exposant 9 fois la charge Q1 qui est c'était 2 microcoulombs, 2 fois 10 moins 6 fois la charge étalon qui est de 1 coulomb sur la distance. Voilà. Alors la distance ici, bon, elle est simple à calculer parce que je vais faire un zoom. Voilà. Voici la distance, c'est de A, c'est la distance AD. Bon, la distance AD, vous savez très bien qu'ici vous avez 3 et là vous avez 4. Vous avez Pythagore, hein. De toute façon c'est le triangle 3, 4, 5. Bon, vous faites Pythagore 3 au carré, plus 4 au carré ça fait 25, racine carrée de 25 ça fait 5. La distance elle fait 5. Donc, mais attention que c'est la distance au carré. Quand vous calculez, vous devez faire diviser par 5 au carré. Là. Et en calculant ça, vous avez ce qui est noté ici, c'est-à-dire 720 newtons. Donc le K, la valeur K là-bas, c'est 720 newtons. Donc si je calcule cette valeur-là, ça ne vaut rien d'autre que 720 newtons. Voilà la force entre la force de Q1 sur le Q étalon. Q1 sur le Q étalon. Maintenant, le champ, c'est facile. Parce que, voilà, le champ, en D dû, en D dû à Q1, mais c'est facile, c'est tout simplement F de Q étalon divisé par la charge en D. Et la charge en D, elle vaut 1 coulomb. Donc c'est comme je disais tout à l'heure, on a 700 newtons par coulomb. Donc c'est assez simple. Donc les deux vecteurs sont identiques. Hein, parce qu'on a une charge étalon de 1 coulomb. Et donc c'est ce que je fais ici. Donc la distance AD, elle vaut bien 5. Voilà, elle vaut bien 5. AD c'est 5. Alors le M, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est M égale K. C'est-à-dire ça c'est le champ. Ça c'est le champ. Voilà, c'est le champ. Alors maintenant, sachant ça, ben, ça veut dire que je connais la norme
la norme du champ due à la charge Q1 sur la Q étalon. Je connais sa norme, 720 newtons par coulomb. Maintenant, je vais faire la même chose de Q2 sur Q étalon. Alors, pour Q2, je vais recommencer le même calcul. C'est tout à fait la même chose. Donc, c'est juste une copie de ceci. Qu'est-ce qui change? C'est juste les distances. Enfin, les distances ici, je vais regarder. Non, elles sont les mêmes parce qu'on a un problème symétrique. Donc, les distances, c'est toujours 5. Pourquoi? Parce que on a un problème symétrique. Hein, donc, la distance ici, on a toujours nos fameux 4. Et là, on a 3. Alors, 3 au carré, 4 au carré, ça fait 3 au carré, ça fait 9, plus 20, C, ça fait 25, racine carrée de 25, ça fait 5. Donc, ce qui veut dire que ici, le problème, il est symétrique parce qu'on a un axe de symétrie. Donc, on a, voilà, on a ici un triangle qui est isocèle. Donc, c'est normal qu'il partage l'angle en deux. Donc, c'est... Voilà, ce côté-là, il vaut ce côté-là, il vaut 5. On a un triangle isocèle. Pendant que celui-ci fait 6. On a 6. Donc on a 5, voilà, et 5. Donc les distances sont les mêmes. Hein. Bon, qu'est-ce qui diffère? Ben, c'est la charge. Lui, il vaut 2 microcoulombs. Voilà, celui-ci vaut 1 microcoulomb. Donc, d'ailleurs, on peut se dire quoi? Que la norme, elle vaudra la moitié de l'autre, parce qu'il est 2 fois plus petit. Hein. Donc, autant on a trouvé 720, ici on a trouvé un vecteur. Bon, il y a une répulsion, hein, c'est pour ça que je mets comme ça. Autant on aura 720, autant on aura la moitié ici, c'est-à-dire 360. Voilà, il faudra faire la somme des deux. Ouais, ce sera un vecteur qui sera par là. Voilà, ça c'est E total. C'est ce que je cherche. Voilà, mais il faut faire la décomposition de ce vecteur-là, hein, parce que c'est pas encore terminé. Il faut décomposer celui-là et celui-là. Il faut décomposer les deux vecteurs. C'est ce que je vais faire. En tout cas, on a la norme. Mais on n'a pas encore les cosinus directeurs, c'est ça le problème. Donc je ne peux pas connaître le vecteur qui est là. La norme est connue, mais pas... Là, il faut connaître les angles, les cosinus directeurs. Donc là, ici, je connais les normes, mais je n'ai pas... Je sais bien qu'il y en a qui fait 720. Je connais la direction et la norme. Ici, bon, il y en a un qui fait 720, et je connais la direction. Bon, le sens, on le connaît aussi, mais maintenant, il faut pouvoir positionner le vecteur correctement. Il faut pouvoir les décomposer sur l'axe X, Y. Voilà, alors pour les décomposer sur l'axe X, Y, je vais mettre un vecteur I et un vecteur J. Voilà, pour les décomposer, le vecteur qui est ici 720, de 720 et de 360. On connaît la direction, voilà, mais il me faut les angles pour décomposer sur l'axe X et Y. Bon, alors ici, on sait bien que c'est 720 newtons par coulomb, et l'autre, ben, vous aurez compris qu'on fait la même chose. Hein. Bon, si ce n'est qu'à la place d'avoir 2 microcoulombs, la charge étalon, c'est toujours un coulomb. Le 9 fois 10 exposant 9, c'est toujours la même chose. La distance n'a pas changé parce que c'est un problème symétrique. Ce qui change, c'est juste 1. Donc ben, là, si vous calculez ça, ben, vous avez la moitié de la valeur que vous avez trouvée auparavant, c'est-à-dire à la place d'avoir 720, mais vous avez 360. On a 360. Donc ici, on aura 1 microcoulomb. Alors ici, c'est des notes qu'on a bien des microcoulombs. On aura la moitié de tout à l'heure, c'est 360. Et comme bon, là, cette fois-ci, ce n'est pas bien sûr Q1 sur Q1, mais Q2, cette fois-ci, Q2 sur Q étalon. C'est la force de Q2 sur Q étalon. Et là, maintenant, on va rechercher le champ, la valeur voilà, du module du champ en D dû à Q2. Voilà, là, c'est F2 Q1 fois le Q étalon divisé par le Q étalon. Voilà. Oui, auparavant c'était pas Q1 Q2. Hein. Bon, ici je m'étais juste trompé. Ah, ici c'est pas Q1 Q2, c'est Q1 Q étalon. Hein. C'est la force Q1 Q étalon. Voilà, vous l'aurez compris. Et donc c'est 720. Et donc là je fais mes calculs.
si je fais mes calculs, donc ça va donner 360. Bon, ici il y a petite... pourquoi 360,43? Parce que bon, la distance elle est bonne, c'est qu'il y a quelque chose... Distance, est-ce que la distance BD est bonne? D est bien en 4. B est bien en moins 3. Il est bien en moins 3. Bon, en tout cas, c'est 360, et pas 360,43. Bon, il a trouvé 360,43, mais c'est pas ça. C'est 360. Enfin bref. J'ai bien mis 9 fois 10 exposant 9. Le B, à mon avis, il met une décimale quelque part, mais je ne sais pas où. Parce que je vois qu'il n'y a aucune décimale là-dessus. Donc, enfin bref. On va dire que c'est bon. Alors, là, quand je mets O, le N, c'est la force en coulomb. Et le N, c'est la force en coulomb par Newton. Alors ici, je vais faire un petit artifice. Parce que, bon, je vais faire un petit artifice parce que par après, dans les vidéos qui vont suivre, ou peut-être même dans cette vidéo-ci, je vais intégrer la notion de, voilà, ici, qu'est-ce qui va se passer? On peut avoir une répulsion comme ceci, des forces, voilà, comme on peut avoir attraction. Alors, une attraction, c'est par là. Voilà. Alors pour intégrer cette donne, je vais prendre les deux charges Q1 et Q2. Alors je me dis que si c'est plus, alors ils n'ont pas les mêmes valeurs. Hein. Comment dire que c'est plus? Comment dire que c'est plus? C'est ça le problème. C'est d'avoir plus 1. Plus doit donner plus 1. Moins doit donner plus 1. Voilà. Et si j'ai plus 1, ça veut dire qu'on aura répulsion. Alors maintenant, si je fais moins 1, si j'ai moins 1, je vais avoir une attraction. Alors comment avoir une attraction? Je vais avoir plus, moins, plus. Mais le problème, les charges ne sont pas les mêmes. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je calcule Q1 sur Q1. Voilà. Là, on aura 1, c'est sûr et certain qu'on aura 1, mais avec un signe, soit plus, soit moins. Alors là, on a directement du positif. Ici, on aura, si la charge est positive, on aura de plus. Et là, on aura plus 1. Et alors maintenant, je fais la même chose avec l'autre. Je fais Q2 sur Q2. Voilà. De toute façon, je peux travailler directement avec... ça, c'est pour avoir 1. Hein. Comme ça, j'ai plus 1. C'est juste pour ça. C'est pour avoir plus 1. Alors si Q2, bon, si j'avais eu Q1 qui est négatif, je fais plus par moins, ben, j'obtiens moins 1. Voilà pour la petite histoire. Et puis je multiplie bien sûr le résultat obtenu, plus 1, avec celui-ci. Par exemple, s'il est plus et plus, c'est qu'il est plus 1, et plus 1 fois plus 1 va être, ça veut dire qu'il est attractif, répulsif. Si j'obtiens plus 1, il est répulsif. Si j'obtiens moins 1, il est répulsif. Bon, c'est juste pour dénoter. J'en ai peut-être l'utilité quand je mettrai les vecteurs. Quand je calcule la vecteur, je peux retrouver, je vais dire, sa répulsion. Autant je peux trouver sa répulsion, comme autant je peux trouver son attraction grâce à ce procédé-là. Donc là, je fais P est égal à la charge de A sur A, égale, ici c'est 1. Alors vous voyez, si j'avais mis négatif, H sur A, là, ça fait moins 1. Voilà. Et là, si je fais le produit P fois Q, comme il y en a un qui est positif et l'autre est négatif, il y a P fois Q fait moins 1, et R égale moins 1, c'est une répulsion. C'est une attraction. Ça veut dire que les deux charges sont de signe contraire. Voilà, maintenant, si je mettais plus pour l'autre,
moins. Voilà, là il est plus et moins. Donc vous voyez qu'il a le P il vaudra plus 1, le Q vaudra moins 1, P fois Q, bon là ils sont attractifs. Donc ils sont de signes contraires. Voilà, mais ça c'est pour dénoter voilà, ça peut aider quand on fait des calculs sur les charges pour savoir si c'est répulsif ou attractif. Et donc, grâce à une condition, je peux construire un vecteur opposé par rapport à la répulsion. Ou par rapport à l'attraction. Il suffit que je prenne un vecteur, je veux dire, qui est opposé. Pour la construire, ça devient plus facile. Je vais vous montrer peut-être à la fin. Bon, enfin bref. Maintenant, sachant cela, une autre donne qui va intervenir, bien sûr, je vais remettre à 2. Hein, on a 2 microcoulombs. Je vais faire un réglage fin. Shift 2. Voilà. Et là, je dois aller en 1. Voilà, 1. Et là, P fois Q, ben, il est attractif, ils sont répulsifs, hein, parce que le résultat, il donne 1. Bon, maintenant, je vais mettre les vecteurs de base. Bon, ça, c'est une petite histoire, vous ne pouvez pas forcément intégrer, mais c'est pour vous dire qu'à un moment donné, connaissant la répulsion, je peux trouver l'attraction. Et connaissant l'attraction, je peux trouver la répulsion. Les vecteurs, en tout cas, au moins des vecteurs. Alors, pour travailler avec les vecteurs, je vais mettre un vecteur de base U et un vecteur de base V. Voilà. Alors maintenant, je vais déterminer le vecteur d'attraction de Q1 par Q. Q1 par Q. Alors comment Alors, je vais rechercher le vecteur Q1 par Q. Donc c'est un vecteur qui va aller par là. Hein. Alors, ce vecteur-là, il y a un angle ici pour avoir les projections en x, y. Alors, je dois absolument avoir une projection en x qui est positive, une projection en y qui est négative. Sachant que la norme ici, Q1 donnée, je vous rappelle qu'ici il y a 2 microcoulombs. Celui-ci, c'est la charge étalon d'un coulomb. On a un module qui fait 720 newtons. Alors, je peux trouver cet angle-là. Pourquoi? Parce que cet angle-là, il vaut l'angle là. Et cet angle-là, c'est côté alpha. Alors, c'est le cosinus directeur. Hein, le cosinus directeur. Le vecteur que je vais appeler ici F ou E, peu importe, on s'en fout parce que F égale E. Parce que F égale E parce qu'on a dit qu'on a une charge étalon d'un coulomb, donc la force, que je calcule la force ou le champ, c'est le même. Ici, voilà. Donc, autant la force elle vaut 720 newtons, autant le champ il vaudra 720 newtons par coulomb. Alors, maintenant, il faut le cosinus directeur. Donc on aura 720 fois le cosinus de alpha, voilà, fois le vecteur U. Attention que sur X, c'est côté adjacent sur l'hypoténuse, donc c'est bien le cosinus de alpha. Et alors attention qu'on doit obtenir absolument un moins, plus, il faudra un moins. Hein. Bon, je vais un petit peu regarder. Bien sûr, s'il y a un U ici, plus 720 sinus de alpha. Alors, ici, alpha, il vaut, le cosinus, c'est côté adjacent,
sur l'hypoténuse. Donc l'hypoténuse c'est 5, et là ça fait 4, côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc ça je peux dire c'est 4 cinquièmes. C'est 4 cinquièmes. En d'autres termes, c'est la distance de O à D, 720 fois la distance OD, divisé par la distance AD. Voilà, fois U bien sûr, vecteur U. C'est en... Voilà. Maintenant, pour la projection en Y, là il faut que j'aille chercher moins alpha. Parce que ça c'est alpha, l'angle alpha ici, ça c'est alpha. Cet angle-là vaut moins alpha. Alors là, c'est le côté opposé. Pour avoir ceci, c'est le côté opposé. Donc c'est le côté opposé, l'opposé fois l'hypoténuse. Je m'excuse, je me suis trompé ici. L'opposé sur les 720 newtons qui sont l'hypoténuse, c'est égal au sinus de alpha. Bon, et sachant qu'il est négatif, voilà, il est autant le cosinus il sera ici, donc je vais mettre positif, et là je vais mettre négatif 720 fois le sinus. Et le sinus, je peux aller chercher de l'autre côté. Le sinus, c'est côté opposé. Je sais le trouver parce que le sinus, je peux le trouver avec ce triangle-là. C'est côté opposé qui est 3 sur l'hypoténuse 5. Donc c'est la distance OA sur AD, le tout fois V. Voilà. Eh bien, c'est ce que j'ai fait ici. Je prends la norme. Bon, le K, il va me le calculer. Peut-être avec, si je mets des négatifs, il va mettre négatif. Voilà, le K, c'est le module. Enfin, le module, ici, c'est pas tout à fait le module, parce qu'ici, le K, il peut le mettre justement avec des nombres négatifs, parce que si A est négatif, K est négatif. Alors, pour avoir le module, je prends en valeur absolue. Donc, c'est pour ça que j'ai pris les valeurs absolues. Voilà, et là, je fais bien la distance. K fois la distance OD sur distance AD, qui est le cosinus alpha. Qui est le cosinus de l'angle entre AD et OD. Alors, O, c'est l'origine. Hein. Puis, comme ça va donner un vecteur positif. Voilà. Et puis, après, qu'est-ce que je fais? Je fais la même chose pour la composante en V. Pour la composante en V, je prends le sinus. Et le sinus, comme je sais que c'est négatif, je mets un moins devant. Voilà. Et puis, je prends la distance de OA sur distance AD, qui est le sinus. Donc, si je construis ça, j'ai un grand vecteur qui est 576 newtons. Voilà, c'est 576 newtons et moins 432 newtons. C'est 576 U, moins 432 J. V, ici c'est V. Parce que j'ai pas appelé ça I et J, mais U et V. Alors je ne sais pas pourquoi on ne voit pas le V en vecteur de base. Pourtant j'ai bien un vecteur unitaire. Ah ouais, le V il est accroché, là je le vois. Il est là. Voilà, ça c'est le vecteur de base. Bon, maintenant vous aurez compris que ça c'est trop grand. Hein. Je vais mettre à l'échelle, je vais diviser par 100. Voilà. On aura ce vecteur là. J'ai divisé par 100. C'est déjà plus agréable à voir ce vecteur là. Alors maintenant, bien sûr, je dois le ramener en D ce vecteur. Je fais S plus D.
Voilà, je le ramène en D. Voilà, il est bien sur la direction de la droite qui relie à D. Bien sûr, je mets le vecteur. Ça, j'ai le point C. En faisant ça, S plus D, j'ai le vecteur. Connaissant le vecteur S plus la coordonnée D, j'ai le point C. Et puis, je construis le vecteur DC. Et donc là, maintenant, je viens de construire un vecteur voilà, qui est la répulsion. Vecteur de répulsion. Qui est la force de la répulsif. Bon, et la droite, j'en ai plus besoin. Hein, la droite. J'ai plus besoin de la droite. La droite AD, j'en ai plus besoin. Voilà, c'était juste pour avoir la direction. Maintenant, regardez bien que si je change la valeur de A, le vecteur, ben, je garde le positif, hein, parce que le négatif, il faut faire très attention. Voilà. Là, si je change la distance, la position de D, je vais changer la position de D, avec, bien sûr, C. Vous voyez que ça suit. Hein. Les directions suivent. Donc, j'ai plus besoin de cette droite-là. Parce que je sais bien que c'est bon. Droite AD, c'est bon. Donc, là, vous voyez c'est la direction de AD, ça. Le vecteur-là est dans la direction d'AD. Voilà. Et ça, c'est le champ dû, la force et le champ en même temps dû à... ici, la charge Q1 étant... la charge étalon étant positif, donc le champ et force auront le même sens. Hein. Champ et force auront le même sens, parce que bon, on a un Q étalon qui est pris positif. Champ et force auront le même sens. Donc voilà, ça c'est la direction du champ et de la force. Et de toute façon, ils sont comme on a un Q étalon égal à 1, ben, bon, on aura autant de newtons par coulomb. Bon, il faut que je remette à 1 à 2 ici. Hein. Donc vous avez vu comment ça allait si je manipule le champ. Et bien sûr, voilà la direction qui change en fonction de... Voilà. Alors maintenant, je vais remettre ce qu'il y a dans l'énoncé. Bon, je vais remettre à 4. Le C, il doit aller à 4. Donc voilà, à 4. Voilà. Et le A, je vais le remettre à 2. Voilà. Ça, c'était le problème. Alors maintenant, je vais chercher le deuxième, la force due à... La force est le champ dû à Q2 sur le Q étalon. Donc, vous avez compris que je cherche le champ et la force en D. En D ici. Ben, alors, la direction, on la connaît, puisque c'est celle de, voilà, de la droite. Alors, comment trouver ça? Ben, on connaît j'ai calculé le module. Le module est connu, parce qu'on a un microcoulomb. Un microcoulomb, ben, vous avez dit que c'était 360 newtons. Rappelez-vous, c'était 360 newtons. Bon. Ce qui veut dire qu'ici, je vais faire un petit peu le même calcul que ça. Eh bien, on aura une répulsion parce que lui, il est positif. Lui, il est positif. La charge étant n'est pas positive. Je dois calculer le champ en D. Donc, j'aurai un vecteur qui sera, voilà, la moitié de celui-ci. Ce sera la moitié parce que lui, il fait 720 newtons en module. Et l'autre, il fait 360 parce que j'ai d'un côté 2 microcoulombs et ici 1 microcoulomb. Donc, vous aurez compris que il y aura un champ plus petit ici. 360 newtons par coulomb. Et l'autre 720 newtons par coulomb. Ou une force de 360 newtons agissant sur un coulomb et l'autre une force de 720 newtons agissant sur un coulomb. Alors maintenant, il faut faire la décomposition. Donc ce que je vais rechercher, c'est la décomposition en X et en Y. Ici, vous aurez compris que c'est positif, positif. De nouveau, j'ai un angle alpha ici.
qui va être relié avec ceci. Attention, qui doit être absolument relié avec celui-là. Même si c'est symétrique, vous ne pouvez pas le relier avec le triangle du dessus. Sinon, ça ne marchera pas, je vous le dis tout de suite. Voilà, ça ne marchera pas. Voilà. Pour avoir la liaison de la direction ici, vous devez relier par rapport à ceci. Donc le alpha, il est là, c'est ce alpha là, et donc je dois relier absolument avec O, si je ne sais pas comment on l'appelle ici, je vais l'appeler OM. Donc on aura 360 newtons qui est, on aura 360 newtons fois le vecteur U plus 360 newtons fois le vecteur V et fois bien sûr le cosinus de l'angle. Alors ces deux vecteurs qui sont positifs, hein. On a du plus, plus. Donc je vais avoir plus, plus. Donc il n'y a pas de changement de signe ici. Plus, plus. Bon, bah ici c'est cosinus alpha. Et là c'est sinus alpha. Bon, je dirais même alpha prime, hein, parce que ici, c'est pas le même alpha que tout à l'heure, c'est alpha prime. Bien que c'est symétrique, mais il faut absolument prendre les distances non plus au A, mais les distances au M. Alors pourquoi je dis ça? C'est pour GeoGebra, hein, c'est pas pour les mathématiques, parce que pour les mathématiques, effectivement, c'est symétrique. Vous allez me dire pourquoi je fais ça? C'est pour GeoGebra, sinon ça ne marchera pas. Pour GeoGebra, il faut que je relie directement avec la variable M. Pourquoi? Parce que après, je vais modifier. Ici, c'est symétrique, mais à un moment donné, quand je vais modifier le curseur, ça sera plus symétrique. Hein. Ça sera plus symétrique, donc il faut que je relie par rapport vraiment à OM. Donc le sinus alpha, le cosinus alpha, c'est côté adjacent qui est OD, distance OD sur la hypoténuse qui est MD, bien sûr fois U, et sinus alpha, c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. C'est un rapport, oui, mais c'est un rapport, mais c'est pas la même chose. Mais enfin, bref. Ici, c'est le côté opposé. L'adjacent, c'est OD. L'opposé, c'est OM sur l'hypoténuse MD. Bon, tout est connu, hein, parce que bon, on connaît ça, ça fait 5, ça fait 3, ça fait 4. Donc, si vous voulez, on a 4 cinquièmes, c'est OD sur OMD, et OM, c'est 3 cinquièmes. Hein. Voilà, et bien c'est ce que je fais ici. Voilà, je vais faire ça. Je prends, bien sûr, N c'est 360 newtons, que je prends en valeur absolue, parce que il l'a calculé pas auparavant sans valeur absolue, donc je risque d'avoir un signe négatif si je mets une charge négative. Voilà, le N, je voyais que le B, c'est sur distance BD au carré fois 10 exposant moins 6, parce que c'est en micro. 9 fois 10 exposant 9, bah, c'est les 9 avec tous les zéros derrière, fois le B, fois la charge étalon qui est de 1. Voilà, donc... et puis, le O égale N parce que je travaille sur une charge de 1 coulomb. Hein. Donc 360 et 360, donc c'est pas un problème ça. Bon, et on fait ça, bon, vous voyez que c'est bien OD sur AD. OD sur AD. Si vous ne faites pas ça, que vous prenez l'autre, c'est pas bon. Hein. Vous le dites tout de suite. Vous prenez l'autre du dessus. Alors, bien sûr, là, on a dû... Oui, c'est pas celui-là, je m'excuse, c'est pas celui-là. C'est celui-là. C'est N. Valeur absolue de N. Bon, si c'est positif, il n'y a pas de problème maintenant. Distance OD, ben, ça fait 4. Distance BD c'est 5. Voilà, ça c'est bien le cosinus alpha. Cosinus de l'angle entre OD et DB. Fois U plus distance OB. Distance OB, c'est le côté opposé. Voilà. Alors je vous rappelle que B il est caché. Comme à l'accoutumée, ce que fait GeoGebra, c'est un petit peu embêtant. Le B c'est le point qui est là-bas. Voilà, distance OB. Sur distance B2, le tout fois N fois le V. Bien sûr, n'oubliez pas votre V, sinon voilà.
Bon, vous allez me dire, ça fait un grand vecteur. Ben oui, mais je vais le mettre à l'échelle, bien sûr. Je vais faire une division par 100. Donc pour l'instant, ce vecteur, il est immense. Voilà, il a bien la direction de la droite. Voilà. Donc à ce moment-là, je divise par 100 pour avoir un vecteur plus petit. Et vous voyez qu'il est la moitié de l'autre. Hein, c'est ce que je vous avais dit. Voilà. Une fois que je fais ça, j'additionne au point D, ce vecteur-là, pour le ramener en D. Et puis, bon, je relie le vecteur DE. Et voilà. Et maintenant, vous voyez qu'il est sur la direction de la droite. Alors si je modifie le C, vous voyez que il reste sur la direction des deux charges, la ligne d'action des deux charges. Bon, et maintenant que ça c'est vu, ben, je peux enlever la droite, elle ne m'intéresse plus. La droite BD ne m'intéresse plus. Voilà. Et là, on a les deux vecteurs, l'un qui est dû à la charge Q1 sur Q étalon, et un qui est dû à la charge Q1 sur la charge étalon, et l'autre qui est dû à la charge Q2 sur la charge étalon. Il y en a un qui est 2 fois plus grand que l'autre. Enfin, 2 fois plus grand en module. Si je module, pour voir les modules, vous devez dessiner un cercle. Hein. Alors il y a un cercle, si je dessinais un cercle centré en D de rayon je peux dessiner un cercle directement ici. Si je devais dessiner un cercle, ce cercle-là, voilà, il est 2 fois plus petit que ce cercle-là. Parce que le module, il y en a qui fait 720 et l'autre, il fait 360. Donc c'est tout à fait normal. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Bon, maintenant, je vais faire la somme des deux vecteurs. Voilà, je fais le vecteur W1 plus T. Bon, ici, il est relié à l'origine, donc encore une fois, il faut que je le relie à D, mettre le F, et puis j'ai le vecteur DF. Voilà, ça c'est la somme. C'est la somme. Alors, pour avoir la somme, mais vous faites la composition, pour avoir la somme des composantes, vous avez, par exemple, F1 ou E1, peu importe, hein, voilà, vous aurez la norme de F1 fois le cosinus alpha fois I plus la norme de F1 fois le sinus de alpha fois J. Voilà. Puis le vecteur F2, ben, c'est la norme de F2 fois le cosinus de bêta fois I plus la norme de F2 voilà, fois le sinus de bêta fois J. Et donc si vous faites F1 plus F2, la résultante qui est F1 plus F2, ben, ce sera égal à F1 cosinus alpha plus F2 cosinus bêta fois I. Voilà, et pour J, c'est la même chose. Hein, plus F1 sinus alpha plus F2 sinus bêta le tout fois J. Voilà, c'est juste ça à faire, il faut juste faire ça. Bon, et si vous avez des valeurs, bon, il suffit d'ajouter des valeurs, ça c'est une valeur. Hein. Vous aurez une valeur là, vous calculez une valeur, plus une valeur, ça fait une valeur. Là vous avez une valeur, plus une valeur, ça fait une valeur. Bon, je veux dire, ce sera des valeurs. Hein. Voilà.
Donc, il y en a un, ce sera 720 et l'autre 360 fois, bah, c'est le cosinus, il est 3 cinquièmes ou 4 cinquièmes, vous regardez si c'est 3 cinquièmes, 4 cinquièmes, etc. Bon, là, on a les sommes. Bien sûr, je vais mettre au problème. La distance est 4. Vous voyez ce que ça donne ici. Hein, voilà ce que ça donne. Bien sûr, si j'augmente les charges, la charge A, voire la charge B, voyez comment on fait le... voilà, avec la distance, ça devient de plus en plus petit. Là, je me rapproche. La distance, ça devient être beaucoup plus grand. Voilà comment ça se passe. Là, j'augmente la charge. La charge. Bon, maintenant, le tout, c'est de trouver l'angle de cette résultante. Voilà. Bon, pour ça, je trace la droite DF. Je cherche l'angle de la droite DF. Bon, il y a deux manières de voir l'angle. Cet angle-là fait moins 6,47. Et le module, c'est la distance DF. Le module, c'est la distance DF. En d'autres termes, si je devais mettre 2, et là, on va remettre 4, c'est le problème. Une charge de 1 microcoulomb. Voilà. Si je devais faire ce problème-là, vous aurez compris ce que je dois faire. Hein. Bon. Donc je vais calculer le champ E1 et le champ E2. Alors il y en a un qui fait 720 et l'autre qui fait 360, 360. Et puis on a un triangle. Bon, je vous rappelle que E1 il faisait comme ceci. C'est plus et moins. On aura U plus et puis moins V 720 U. Attention que c'est des vecteurs ici. Hein. U c'est le vecteur de base. Voilà. Alors pour E2 il est comme ceci et comme ceci. Donc il est plus plus. Alors le cosinus, là on avait un cosinus alpha, cosinus alpha, cosinus bêta, sinus alpha, sinus bêta. Alors pour le cosinus alpha, je rappelle, donc c'était comme ça, comme ça, comme ça. Là on a 4, là on a 3, ici on a 5. Voilà. Et ça donnait là, le champ comme ceci, qui était une composition plus et une composition moins, en Y. Sachant qu'on a le vecteur U de base comme ceci, et le vecteur V comme ceci. Le cosinus. Bon, il faut que j'aille chercher ma machine à toute vitesse. Je sais pas ce qu'elle est.
fait ah. Alors, le cosinus c'est côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc c'était cet angle-là, c'est en relation avec cet angle-là. Le cosinus c'est côté adjacent sur l'hypoténuse, donc c'est 4/5. Là, on va voir 4/5. 4/5 de 720. Bon, si je mets un micro ici, je remets un micro, là je remets deux micros, le problème il est le même, il est à l'envers. Le problème c'est le même, mais il est retourné à l'envers. Il est retourné à l'envers. Dans tous les cas de figure, le grand, il vaudra en X 576. Le grand, il fera 576 newtons. Le grand, il vaut 576 newtons. Alors maintenant, je vais faire fois le sinus, c'est 3/5. 720 fois 3/5. Ici, je vais écrire 720 fois 3/5. « 432 newtons. Ou newtons par coulomb. 432. Voilà. Donc ça, bien sûr, là, ici, il est plus, donc c'est pas ce problème-là, c'est parce que je dois avoir le grand qui fait plus, voilà, et moins. On va avoir bleu. Voilà. On a bien plus main. Alors, je vais vous prouver que c'est ça. Je vais chercher le module de ce vecteur. Alors, la droite, j'en ai plus besoin. Hein. Bon, c'était pour avoir l'angle. Voilà. Pour avoir le grand là, donc, enfin, je ferai le total et puis après, je préfère faire le total hein, plutôt que de commencer à regarder chacun son angle. Je vais faire le total et de toute façon, si le total est bon, c'est que c'est bon en finalité. Voilà. Donc là, on a bien, c'est le grand qui est T. T, c'est ça. T, c'est celui que je viens de vous donner là. 576 U moins 432V. Maintenant, je vais faire 360 fois le cosinus de bêta. Alors ça, c'est pour l'autre qui sera là-bas. Sachant qu'il fait 360 newtons. Et là, on a un triangle. Bon, je vais le mettre plutôt comme ça. On a un triangle comme ceci. Le côté là, on a l'angle bêta. Bêta.
Alors bêta, c'est cosinus bêta, c'est côté opposé, enfin côté adjacent, je m'excuse, côté adjacent, qui vaut 4, 4 sur 5. C'est aussi 4 cinquièmes. Donc si vous avez compris, c'est 4 cinquièmes et 3 cinquièmes. 4 cinquièmes pour le cosinus bêta et 3 cinquièmes pour le cosinus bêta. Voilà. 4 cinquièmes fois 360. Alors, 360 divisé par 5 fois 4. 288 newtons. Voilà. Là, on a 288 newtons. Par coulomb, bien sûr. Et 365 fois 360 divisé par 5 fois 3, 216 newtons. Alors maintenant, je vais faire la somme. Comme j'ai dit ici, je vous avais dit qu'il fallait faire la somme comme ici. J'ai des valeurs, hein. Si j'ai une valeur, je vais additionner les valeurs, tout simplement. Alors, le vecteur résultant, R, qui est E1 plus E2, vous avez compris que c'est 576. 576 plus 288, ça fait 864i, U, et moins 432 plus 216, ce qui fait moins 216 V. Voilà. Alors maintenant, bien sûr, c'est un vecteur ici. Je calcule le module, et puis je vais calculer l'angle. Donc je reprends ceci. Bon, j'ai oublié une flèche sur le V, bon, je vais le remettre. Voilà, je calcule le module de ceci, et vous prouvez que c'est bon. Je vais faire le calcul de 864 au carré plus 216 au carré, et là je vais avoir le module de la résultante, ce qui fait plus 864 au carré, racine carrée, voilà, 890,59. 890,59. Je vais voir sur GeoGebra. Et là, le module, il fait bien 891. Pourquoi 891? Parce que là, il à l'échelle, il faut faire fois 100. Rappelez-vous que j'ai divisé par 100. Donc, si je fais 891 fois 100, ça fait 891. Et donc, 891, ben, ça correspond bien à environ ceci, 891. Donc, le module, il est bon. Le module, il est bon. En newton par coulomb. Le champ. Depuis tout à l'heure, je m'entends dire newton par coulomb. C'est oui, en newton par coulomb, en volt par mètre. Le champ, il est en volt par mètre ou en newton par coulomb. Parce que c'est le champ, c'est E est égal à F sur Q. Donc c'est bien des newtons par coulomb ou des volts par mètre. Des volts par mètre, donc c'est bon, tout est bon. Ici, je travaille en newton par coulomb, donc j'ai décidé de mettre en newton par coulomb. Si vous voulez, je peux mettre en volt par mètre, c'est pas un problème. Voilà, volt par mètre. Alors maintenant, je vais chercher l'angle. « 864 U 864 U moins 216
V. Voilà, ça c'est le premier vecteur. Alors pour avoir l'angle, ben, il suffit de faire voilà, l'arc tangente. Arc tangente de moins côté opposé sur côté. Enfin, la tangente c'est côté opposé sur côté adjacent. Là, je vais chercher l'arc tangente de ceci. Donc on va faire moins 216 divisé par 864. Là, shift tangente de la réponse, moins 14,03 degrés. Moins 14,03 degrés. Bon, allons voir. Eh bien, effectivement, c'est les 14,03, mais voilà, en fait, c'est moins 14,03 parce que l'angle que j'ai calculé entre F1. Alors là, F1, c'est la droite. Hein. F1, c'est la droite. Bon, d'un côté, il donnait 349, il donnait tout ça. Vous faites 360, 345 moins 360, vous aurez ça. Hein. Voilà, si vous faites 360 moins alpha, vous aurez l'angle. Hein, 360 moins l'angle alpha. Voilà. Ou plutôt alpha moins 360. C'est bizarre ça. 360 moins 345. 345,97. Voilà, ça fait 14 degrés. Donc vous devez faire 360. 345,97 moins 360. Hein, voilà. Ici, il ne donne pas ça en fait. Si je fais plus 360, c'est même pas ça. C'est un moins. Je dois mettre moins, mais le problème c'est qu'il ne le prend pas. Si je fais moins 360, voilà, il devrait donner 14. De toute façon, je l'ai trouvé ici. Bon, 345, voilà, par rapport à 360, il y a 14 degrés. Ou encore, je peux faire l'angle entre F1 et l'axe X. Parce que là, c'était axe X, F1. Mais après, j'ai fait F1, axe X. Et là, il me donne 14,03. Mais en fait, c'est moins 14,03 en fait. L'angle, il fait moins 14,03. Pour aller de l'axe X à F1, il y a moins 14 degrés. Voilà. Donc la droite, c'était juste pour trouver l'angle. Alors maintenant, je vais changer le problème. Et je vais faire le problème qui était Q1 égale Q2. Je fais simuler Q1 égale Q2. Donc il suffit de mettre 1. Et là, on a un problème purement symétrique. Et tout ça, j'avais calculé. Voilà, donc, on a un problème purement symétrique. Ça avait déjà été fait. J'avais déjà fait cet exercice-là. Là, maintenant, vous voyez que quand c'est symétrique, bon, ça s'additionne comme ceci. Sinon, dès le moment où il y a une charge qui est plus grande, par exemple Q1, je change Q1, voilà, il y a ça qui se produit. Maintenant, si j'augmente la distance, bon, ça reste un problème symétrique, mais il devient de plus en plus petit. Plus on se rapproche, plus ça devient de plus en plus grand. Avec un écartement, bien sûr, suivant les directions données. À un moment donné, ici, on va voir ceci.
Bon, là, il n'y a plus de champ, hein. Voilà, le vecteur est nul. Un vecteur, normalement, on a un vecteur nul, normalement, parce que la somme des vecteurs, vous voyez, elle vaut 0. 0, 0. Le vecteur vaut 0. C'est normal, parce que, bon, c'est opposé. On est sur une ligne, là. Là, le champ il devait être de plus en plus petit, mais c'est toujours symétrique, parce que les charges sont symétriques. Maintenant, si j'augmente une charge par rapport à l'autre, voilà, on a un déphasage de la résultante. Maintenant, si j'augmente de l'autre côté, voilà, la résultante tourne d'un côté ou de l'autre, suivant que une des charges est plus grande. Elle va se tourner vers la plus grande charge, hein, c'est normal. Hein. Elle va se tourner vers la plus grande. L'angle va se tourner vers la plus grande charge. Enfin, vers le champ le plus grand. Vers le champ le plus grand. L'angle de la résultante va se retourner vers l'angle du champ le plus grand. Je vous remercie.